Bonsoir à tous et bienvenue dans le 18h de Télé Nantes. Alors ce week-end, vous en avez entendu parler, il y a eu les élections régionales bien entendu, mais il y a eu aussi l'accord conclu dans le cadre de la COP 21. On vous en avait déjà parlé de ce rendez-vous climat sur notre antenne avec des acteurs locaux impliqués. Mais le plus impliqué des acteurs locaux ou le plus local des acteurs impliqués, c'est bel et bien Ronan Dantec, négociateur ou lobbyiste des collectivités locales au niveau mondial, qui était présent pendant les 2 semaines de négociations. On va faire le débrief de la COP 21 avec lui. Et puis on parlera encore d'environnement avec notre second invité, François Guilleux. C'est un réalisateur nantais. Il est de passage ici ce soir pour présenter son documentaire Vague citoyenne qui sera projeté au Concorde, au cinéma Concorde à Nantes. Un documentaire qui nous raconte le combat de ceux qui œuvrent pour que l'eau ne soit pas une marchandise. Un combat parfois tumultueux et parfois ludique, vous allez voir. Vers d'ici et vers d'eau, c'est le thème du 18h de Télé Nantes du 15 décembre qui commence maintenant. Nous recevons en première partie de cette émission Ronan Dantec. Bonsoir. Bonsoir. Sénateur Europe Écologie Les Verts de Loire-Atlantique, également élu à la ville de Nantes et à Nantes Métropole. Vous étiez même au conseil communautaire aujourd'hui, mais surtout porte-parole climat d'une organisation mondiale qu'on connaît peut-être peu, qui s'appelle CGLU, Cités et Gouvernements Locaux Unis. En gros, l'organisation mondiale qui représente les collectivités locales. Et c'est à ce titre que vous étiez présent à la COP 21 en tant que négociateur, mais vous préférez le terme de lobbyiste. Pourquoi cette petite nuance déjà ? Parce que je ne suis pas une partie, je ne suis pas membre d'une délégation nationale. C'est bien les États qui négocient et nous, on est là pour faire passer dans le texte final nos préoccupations, nos priorités. Comme je le dis souvent, notre boulot, c'est plus speed dating et Facebook. Facebook parce qu'il nous faut des États amis, donc on passe notre temps à leur demander « Est-ce que tu es mon ami ?» Et s'ils disent oui, on leur passe les amendements. Et mais ça se fait quand même en réel, c'est pas en virtuel. Ils sont quand même 195, donc on en a beaucoup à voir et donc les conversations sont assez courtes en général. Donc en tout cas, vous avez aussi été présenté d'après VSD, le magazine VSD, comme le nouvel homme fort du climat et même comme un climato-celtique, en faisant référence à vos origines bretonnes. Ça vous plaît comme petit surnom, ça, climato-celtique ? Oui, je trouve que c'est pas mal trouvé. Trouvé, en plus, même. comme en fait c'est une COP qui en a fini avec les climato-sceptiques, puisque l'ensemble de la communauté internationale a quand même dit que c'était très grave et que même le 2 degrés était probablement déjà trop élevé. Donc il fallait revenir vers simplement une augmentation des températures de 1,5 degré. Donc il n'y a pas de risque de confondre un climato-celtique et un climato-sceptique. Voilà, le mot climato-sceptique va bientôt disparaître au profit de votre surnom à vous. On va peut-être redire aussi en quelques mots ce que c'était que cette COP 21. C'est la conférence des partis à l'accord sur le climat, un accord conclu en 1995 dans le cadre de l'ONU. C'est pour ça qu'on est à la 21e édition finalement de cette COP et qu'elle s'appelait comme ça. L'enjeu, c'était que les États prennent des engagements pour réduire les gaz à effet de serre et juguler le réchauffement climatique. C'est ce que vous avez dit. Il y a eu 2 semaines de négociations. Depuis que l'accord a été conclu samedi, ça a été compliqué, ça devait être jeudi, finalement ça a été samedi. On parle quand même d'un accord historique. Est-ce que vous êtes d'accord sur cet adjectif-là ? Oui, moi je suis d'accord. Je crois qu'il ne faut pas mégoter le plaisir de voir la communauté internationale capable déjà de dire la gravité de la situation, parce que c'est quand même un signal qui est donné au monde entier, et de se doter de mécanismes. Alors, la planète n'est pas sauvée, ou pour mieux dire l'humanité, la planète survivra. Parce que maintenant, il va falloir que les États agissent à la hauteur des enjeux. Mais cet accord, qui est quand même un accord assez complet de plusieurs dizaines de pages, il donne aussi des mécanismes, par exemple, pour que les États qui aujourd'hui ne sont pas assez ambitieux revisent à la hausse leurs ambitions, et ça dès 2018, associent les acteurs non étatiques. Ça, c'est mon boulot dans la COP, et on a beaucoup travaillé, pas simplement sur ces 15 jours. C'est un cycle de négociation de 4 ans qui s'est terminé à Paris. Donc on a aujourd'hui... Tout se concentre quand même sur ces 15 jours-là, parce que tout le monde est là, justement, voilà, présent. Il y a une dramaturgie habituelle des COP, mais il faut voir que c'est un travail dans la longue durée, des milliers de réunions à travers le monde, parce que c'est quand même les systèmes économiques du monde entier qui sont sur la table quand on parle d'énergie et d'utilisation des énergies fossiles. Donc on arrive à quelque chose qui fait que, notamment pour la partie 2015-2020, dans l'accord, ça s'appelle la partie Workstream 2, si quelqu'un veut aller lire la totalité de l'accord. J'espère qu'on n'a pas perdu nos téléspectateurs encore. Non, mais voilà, c'était un clin d'œil. Et donc, il y a beaucoup de dispositifs, et ça, c'est très nouveau,
pour associer les acteurs non étatiques, bénéficier de leur expérience, travailler sur l'accès au financement. Donc il y a une vraie dynamique dans cet accord. À nous maintenant, et c'est la responsabilité de chacun, de transformer ces phrases en réduction de tonnes de CO2. Alors vous l'avez dit aussi, une des avancées de cet accord, c'est de faire mention des 1,5 degré, puisqu'on avait dit, enfin le GIEC notamment avait dit que pour contrer le réchauffement climatique, il fallait ramener la température à 2 degrés, enfin limiter à 2 degrés par rapport aux valeurs pré-industrielles. Et là même, ça va un petit peu plus loin. On dit que ce serait peut-être pas mal d'aller à 1,5 degré, en sachant qu'aujourd'hui, la trajectoire actuelle, c'est plutôt on va vers 3 degrés. Donc en gros, c'est quand même ça la principale avancée. Ça dramatise. Je crois qu'il faut redire assez fortement et sans faire de catastrophisme que nos sociétés ne survivent pas au XXIe siècle à une trajectoire 3 degrés. L'accumulation de crises, notamment alimentaires, de migration, sera telle que nos sociétés seront en extrême grande difficulté. Donc il faut y arriver. La communauté internationale, maintenant, s'est donné l'objectif. Il va y avoir des résistances. Il y a des lobbies qui résistent. Par exemple, le transport aérien et le transport maritime est encore exclu de l'accord. Donc ça veut bien dire qu'il y a des lobbies très forts qui peuvent encore, en passant par un certain nombre d'États différents des États que moi j'associe, que je mobilise, réussir à supprimer des lignes, puisque c'était dans le texte initial. Donc c'est toujours un combat. Le combat n'est pas fini. Moi, je ne dis pas que maintenant on se repose. On va se donner juste les fêtes de Noël. Vous avez déjà le sapin. Ben oui, nous on a la petite déco. Donc c'est surtout une dynamique maintenant à créer, mais on a le cadre pour. On a le cadre pour. Moi, je pense que le risque qu'on avait, comme à Copenhague, c'était un climato-fatalisme qui aurait été nourri par un échec ici, où les gens se seraient dit c'est extrêmement grave, mais finalement on n'y peut rien. Et donc, il faut commencer déjà à se protéger, en plus on a un peu commencé, de son voisin qui va devenir une menace. C'était ça le risque mondial. Je crois que ce risque, on l'a évité. Maintenant, le challenge, il reste devant nous. Oui, le chemin reste à faire. Alors, on a parlé du GIEC, c'est le groupement international sur l'évolution du climat. C'est des experts sur le climat qui avaient été diligentés par l'ONU. Vous avez dit, vous étiez lobbyiste, en fait, dans cette COP21, mais il y en avait tout un tas de lobbies. Oui. Il y avait les lobbies des secteurs économiques, évidemment, du secteur pétrolier. Est-ce que ça veut dire que dans cette COP21 à Paris, c'est vos lobbies qui ont gagné, en fait, les lobbies des collectivités, les lobbies de ceux qui font le pari d'une transition écologique, énergétique, on va dire. Moi, je crois que, y compris dans le monde économique, ceux qui ont pris un peu le leadership et qui ont imposé leur rythme à la conférence, c'est ceux qui sont dans l'action. Ça, c'était très, très net. Et ceux qui, finalement, veulent que rien ne change sont de plus en plus marginalisés. Ils sont marginalisés aussi parce qu'une bonne partie du monde économique aujourd'hui a compris que la crise climatique, c'est la fin de leur business. Le monde de l'assurance, par exemple, ne survit pas à la multiplication des crises. Donc le modèle économique assurantiel ne survivrait pas. Donc aujourd'hui, le secteur de l'assurance fait pression pour un accord à la hauteur des enjeux. Et ça, par rapport à Copenhague, pour avoir connu aussi Copenhague, c'est assez différent. Donc là, aujourd'hui, les dynamiques sont en place. Maintenant, on sait bien que c'est une course de vitesse. Il faut aller très, très vite. Ça se réchauffe très très vite, probablement plus vite que ce que la communauté scientifique avait prévu. Donc on se laisse les fêtes de Noël, mais pas plus. Le 4 janvier, il faut qu'on soit tous dans l'action. On se remet au travail. Et on se remet au travail à l'échelon local aussi. C'est ce que vous avez défendu dans le cadre de cette COP21. En quoi l'échelon local, il est pertinent pour combattre ce réchauffement climatique? On le sait, c'est un problème mondial, c'est un problème complexe. Comment on arrive à faire des choses ici localement, et y compris ici à Nantes, par exemple? Alors, c'est très en quelques simple. mots. La moitié des émissions mondiales de gaz à effet de serre, c'est notre vie quotidienne. Comment je me déplace, comment j'habite, comment je me chauffe. Donc, c'est les décisions des élus locaux qui décident de tout cela. C'est bien les élus locaux qui sont responsables du développement du transport public. C'est bien à Nantes les élus locaux qui ont décidé d'un réseau de chaleur qui va permettre à des dizaines de milliers de logements sociaux d'être alimentés par un système avec de l'énergie du bois, donc une énergie neutre en carbone. Donc, c'est bien les décisions des élus locaux. On a eu un sommet mondial très important à Lyon que j'ai coprésidé en juillet dernier pour dire, sans une approche territoriale, on ne tiendra pas les objectifs. Donc ça, je crois qu'on a maintenant imposé sur la scène internationale, mais il faut encore le décliner. Et c'est pour ça qu'on a aussi annoncé à Paris, et ça a été fortement repris, un sommet mondial des acteurs non étatiques pour poursuivre cette dynamique qui aura lieu à Nantes du 26 au 28 septembre. On l'a appelé le Climate Chance pour bien montrer aussi les opportunités d'emploi et les co-bénéfices de la lutte contre le changement climatique. Il faut poursuivre cette dynamique. C'est même un peu une utopie mondiale au final, parce que ce qu'on est en train de construire comme monde, c'est un monde où
à côté des États, qui sont souvent dans leurs intérêts nationaux, pour ne pas dire dans leurs égoïsmes nationaux, on construit à l'échelle mondiale, de manière horizontale, des dynamiques avec des gens qui ont les mêmes cultures. Les élus locaux, finalement, qu'ils soient à Nantes, à Dar es Salaam, à Pékin ou à Paris, ils ont les mêmes problèmes de pollution atmosphérique, de congestion urbaine, et ça crée de la culture commune. Comment cette culture commune, finalement, on l'investit pour résoudre les problèmes globaux? Je crois qu'il y a une vraie vision différente du monde, et la COP à Paris, finalement, elle participe de ce changement de paradigme, de cette vision un peu différente. Ouais, de changement de focal aussi, on regarde aussi à l'échelle locale, et puis donc rendez-vous en septembre 2016 à Nantes pour les suites aussi un petit peu de tout ça. On reste avec vous aussi, Ronan Dantec. On accueille tout de suite un nouvel invité qui est un réalisateur d'un documentaire sur l'eau. On n'est plus très loin du climat. Bonsoir François Guilleux. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du 18h de Télé Nantes. On vous reçoit car ce soir, votre documentaire Vague citoyenne sera projeté au cinéma Le Concorde à Nantes à 20h45. Il est encore temps de s'y rendre après l'émission, bien sûr. Un documentaire qui parle de l'eau comme bien commun, l'eau qui n'est pas une marchandise, mais qui parle aussi du combat, surtout de ces militants qui défendent l'eau, des militants associatifs, des militants politiques aussi. On y croise notamment Daniel Mitterrand. J'avoue avoir découvert son combat sur l'eau à l'occasion de ce documentaire. On va d'ailleurs en reparler tout de suite après, peut-être la bande-annonce du documentaire Vague citoyenne. Veolia, Suez, SOR exercent une emprise extrêmement forte en France. Et ils ont pris aujourd'hui quasiment toutes les grandes villes, toutes les grandes capitales du monde. L'eau, c'est la vie, on respecte la vie. On ne se l'attribue pas pour en faire un profit. Il y a 2 millions de personnes qui sont en très grande difficulté pour payer leur facture d'eau. La gestion de Veolia n'a que trop duré. Nous allons donc pouvoir enfin découvrir où sont passés les 40 millions de sous-facturation. Organisez un référendum, faites voter les citoyens. Un référendum. Laissez-nous rentrer. Vous êtes d'abord un citoyen. Non, d'abord un travailleur. Non, non, non. Mais ça veut dire quoi, citoyen? Nous sommes dans un service d'eau. Alors arrêtez de bouger, s'il vous plaît. C'est une imposture, et c'est pour cela qu'il faut combattre. Quand on s'implique dans la gestion de ce qui arrive au robinet, on se pose toutes les autres questions. Alegres, transparentes y movimientos como el agua. Muchas gracias, hermanos. Voilà, bientôt sur vos écrans et dès ce soir sur l'écran du Concorde à Nantes. Première question, en fait, pourquoi vous êtes intéressé à ce thème-là? Vous avez fait d'autres documentaires auparavant sur des thèmes aussi différents, sur un pêcheur de l'île Dieu notamment. Là, pourquoi s'être intéressé à cette ressource qu'est l'eau? Parce que je me suis rendu compte que l'eau, c'est fondamental et puis qu'il y avait quelques problématiques que je suivais déjà depuis très longtemps. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer Stefania Molinari, qui est militante pour l'eau. Et puis tout de suite, très rapidement, on s'est dit il faut absolument que l'on en parle et qu'on rende visible ce mouvement des citoyens et que cette cause soit connue. Oui, parce qu'elle est finalement peut-être moins connue, la cause de l'eau. Alors peut-être on la connaît comme la difficulté de l'accès à la ressource dans certains pays du Sud, mais on ne se dit pas que nous, ça nous concerne aussi en Europe, en France. Pourquoi, à votre avis, on en parle moins de cette question-là que de la question, je sais pas, de la biodiversité ou des gaz de schiste? Pourquoi on en parle moins de l'eau? Notamment pour la COP21, c'était la grande absence, l'eau. Pourtant, l'eau et climat, c'est intimement lié. Et puis je pense aussi beaucoup de gens, je m'en suis rendu compte tout au long des 4 ans de tournage, qu'ils ne connaissaient pas en fait les problèmes, ils ne connaissaient pas le prix parce que beaucoup sont locataires et c'est perdu dans les charges. Et puis l'eau, c'est trompeur, c'est transparent, c'est clair, on croit que c'est sain et c'est pas toujours le cas. Donc, et puis aussi, il y a des problèmes de gaspillage dans les réseaux, donc c'est sous terre, donc on ne voit pas tant que ça n'explose pas qu'il y a des gaspillages et les multinationales
multinationales, pourtant, facturent cette eau gaspillée. Il y a encore quelques années, il y avait certaines villes qui atteignaient 60% de gaspillage dans les réseaux. Il y a eu beaucoup de choses de faites. Et les régies publiques aussi, notamment, peuvent investir sur un plus long terme. C'est l'intérêt du service public de pouvoir investir sur plusieurs années, alors que les contrats aujourd'hui ont une durée pour les multinationales de 12 ans. Donc, des investissements. Oui, c'est ça un peu c'est l'enjeu qu'on voit aussi dans ce documentaire entre, d'une part, la régie publique, qui sont des choix qui ont été faits comme dans la ville de Paris, et puis ces marchés qui sont donnés à des grandes entreprises françaises que sont Veolia et Suez notamment. C'est une question qu'on aborde peu, la question de l'eau. Alors, dans le cadre de la COP21, mais même vous en tant qu'écologiste, c'est une question qui n'est pas première. Ça a été un grand combat des écologistes. Mon ami Raymond Avrier à Grenoble a quand même mené le combat pour justement le retour de l'eau en service public. Anne Lestrade est aussi une amie écologiste à Paris. Donc non, c'est un des combats que les écologistes ont portés, parce que je crois que cette question du bien commun, elle est au cœur à la fois sur le climat, sur l'eau, sur la biodiversité. Tout ne peut pas être privatisé, c'est évident. Après, on a passé aujourd'hui en Conseil communautaire cet après-midi aussi une délibération sur la tarification sociale, qui me semble une approche extrêmement intéressante de dire, voilà, il y a une part nécessaire à la vie, elle doit être accessible à tous à très bas prix, et puis si on remplit sa piscine, c'est normal qu'on paye beaucoup plus et pas de manière proportionnelle. Donc je pense que la réflexion avance là-dessus, y compris dans le lien entre le public et le privé. Le privé n'est pas obligatoirement mauvais dans tous les cas, mais je trouve que Nantes, par exemple, est un bon exemple sur le fait qu'on a une régie centrale depuis toujours, qui donne le là, et puis l'agglomération étant grande avec plusieurs sources sur l'eau, il y a des DSP avec du privé. Délégation de service public. Délégation de service public, par ailleurs, mais le public ayant la maîtrise des coûts est en situation toujours de rapport de force, y compris par rapport à une intervention privée qui, du coup, n'est pas dans un rapport de force où elle impose ses propres prix. Et je trouve que c'est un système extrêmement intéressant que le système nantais. Parce que l'intérêt, évidemment, c'est le prix, finalement, que vont payer les citoyens. C'est ce qu'on voit bien aussi dans ce documentaire. Et finalement, les arbitrages se font aussi de ce point de vue, de la part des élus. Il y en a certains qui se disent, si on va vers le privé, ça sera peut-être moins cher aussi au bout du compte. Mais vous montrez que c'est plus compliqué que ça. Et puis aussi qu'il y a certains élus qui ne choisissent pas en toute liberté, qu'il y a certaines pressions aussi qui existent de la part de ces grands groupes que sont Veolia et Suez. Mais tout à fait. D'ailleurs, dans le film, on retrouve Raymond Avrier, Anne Lestrade et tous les grands militants de l'eau en France. Et on parle aussi de l'affaire Vae-Solis. Gabriel Amar décide de faire une régie. La Lyonnaise des Eaux paye un cabinet pour créer un faux blog militant. Ça se passe en région parisienne, ça se passe du côté des région parisienne, puisque c'est les lacs de l'Essonne. Et pour décrédibiliser la parole de Gabriel Amar, d'Anne Lestrade, de la mairie de Paris. Et il faut bien aussi comprendre qu'il y a quand même quelque chose qui est absolument que tout le monde peut comprendre. Une entreprise est là pour dégager des marges, donc effectivement les prix seront toujours plus chers dans le privé que dans le public. C'est l'enfance de l'art. Dans votre film, on a cette démonstration-là, on voit comment fonctionne l'eau. D'ailleurs, on le découvre aussi pour la plupart, c'est questions de régie et d'entreprises privées. Mais c'est aussi pour vous, ce documentaire, il s'appelle Vague citoyenne, c'est pas pour rien, de montrer comment on peut combattre aussi en tant que citoyen. On a été la moitié de la France à mettre plus ou moins un bulletin dans l'urne le week-end dernier, mais il y a d'autres façons d'être citoyen. C'est aussi ce que vous montrez avec ce documentaire, avec ces militants qui se préparent sacrément, d'ailleurs, à ce combat de l'eau. Et donc, vous voulez montrer aussi ça, cette action collective qui est importante. Exactement, oui, c'était le but du film, c'était de montrer que le contre-pouvoir citoyen est non seulement nécessaire, mais qu'il est efficace, puisque c'est aussi un peu grâce à eux que la loi Brottes qui interdit les coupures d'eau en France. Et d'ailleurs, c'est quand même assez... je m'interroge parce que les compagnies d'eau continuent à couper l'eau, ce qui est d'une extrême violence. Et c'est une extrême violence pour les familles pour qui c'est imposé. Et on se demande si le rapport de force entre citoyens et multinationales est vraiment égal. Et on est quand même dans une démocratie. Moi, on m'a appris à l'école républicaine que les valeurs, c'était liberté, égalité, fraternité. Et il serait bien que ce rapport de force change. Mais les citoyens ont beaucoup d'imagination et
un savoir-faire et ça commence à s'organiser de plus en plus. Et effectivement, c'est un bel espoir. Et ce film, on me le dit souvent, est un bel espoir. On voit qu'il y a certains, en effet, citoyens qui sont prêts à tout pour intervenir, qui veulent accéder à des réunions qui sont censées être publiques, on leur en empêche l'accès. On voit aussi qu'ils sont particulièrement formés, ils ont des formateurs de l'action citoyenne, ils ont des réunions, des débriefs, on leur fait aussi des simulations d'interrogatoire dans les commissariats. Ils sont particulièrement préparer ces citoyens-là? Ah ben bien sûr, il faut se préparer parce que il faut savoir, il faut connaître les lois déjà, jusqu'où on peut aller. Et puis je tiens à dire aussi que c'est toujours des militants pacifiques, non violents, et qui œuvrent pour l'intérêt général, le bien commun. Et j'ai quand même un petit peu plus confiance dans ces militants qui défendent l'intérêt général que dans des multinationales qui cherchent à nous vendre l'eau. Et que dans certains élus aussi? Oui, mais justement, j'ai voulu quelque chose de pas manichéen et je montre qu'il y a des élus qui ont des convictions, qui les mettent en application et qui font le job, comme on dit. Vous avez envie de répondre, Renan. On voit notamment aussi Dominique Voynet, d'ailleurs Anne Lestrade, vous l'avez dit, Dominique Voynet aussi en tant qu'ancienne maire de Montreuil qui avait tâché aussi de faire changer un petit peu les choses. Les élus aussi, vous pouvez faire quelque chose dans ce domaine-là? Oui, non, mais là, on a cité tellement d'élus écologistes qui ont été en première ligne. Oui, on va croire que vous faites de la promo. Voilà, donc, mais je reviens juste sur cet aspect non manichéen. Je pense qu'il y a eu vraiment une période avec énormément d'abus en France, c'est évident. Je pense que cette période est un peu finie, y compris parce qu'aujourd'hui, les budgets des collectivités territoriales sont tellement serrés que la pression a changé. Moi, je trouve, pour échanger avec beaucoup d'élus, et y compris pour échanger aussi avec les multinationales, je trouve que le rapport a changé et est revenu plutôt en faveur des élus qui ont besoin aujourd'hui de budgets extrêmement maîtrisés. Je pense qu'il y a besoin de régie pour montrer effectivement ce qu'on peut faire dans le cadre du service public. Moi, je défends évidemment toujours le service public et qu'à partir de là, mais je suis toujours un optimiste, je pense que les choses peuvent quand même se réguler. La question plus, elle est à l'échelle mondiale, où là, on a quand même des enjeux majeurs. On a des tensions potentielles liées à la crise climatique. On a quand même des pays qui captent l'eau. Regardez comment Israël capte l'eau par rapport à la Palestine. Oui, c'est un enjeu de conflit dans aussi, d'autres endroits, évidemment. ça peut être très compliqué entre l'Éthiopie et l'Égypte. Il y a beaucoup. L'eau est un des grands facteurs de déstabilisation mondiale aujourd'hui, et qu'effectivement, il faut qu'on exporte notre savoir-faire de maîtrise publique. Après, il peut y avoir une délégation de service public si elle est totalement maîtrisée, encadrée, mais en tout cas, il faut absolument qu'on montre comment le service public garde, dans tous les cas, la maîtrise, parce que c'est de la démocratie et qu'on est effectivement mandaté pour que le service soit assuré dans de bonnes conditions et avec un enjeu social très fort. Vous montrez d'ailleurs d'autres exemples aussi tirés de l'international, notamment le cas de la Bolivie, on l'a vu un petit peu dans la bande-annonce, où justement ce sont aussi les citoyens qui ont fait reculer un gouvernement à un moment donné sur la cession de l'eau à une multinationale. En fait, c'est un peu ce qui m'a mis la puce à l'oreille il y a très longtemps. Dans Courrier International, j'avais lu cet article où le gouvernement bolivien interdisait aux gens de récupérer l'eau de pluie. Et oui, c'est quand même d'un cynisme absolu. Et évidemment, il y a eu une énorme révolte citoyenne qui ont mis dehors ces compagnies. Et c'est une belle histoire parce que les Boliviens, après ce combat, ils se sont dit tiens, on a pu faire ça pour l'eau, peut-être qu'on peut le faire pour d'autres domaines. Donc l'eau amène à tout, et c'est ce dont je me suis rendu compte aussi, c'est que l'eau est vraiment partout dans l'économie, l'industrie. Il faut aussi 1000 litres d'eau pour 1 kilo d'acier. Ça me paraissait assez incroyable. Et les enjeux sont là aussi en termes économiques, et les scientifiques se posent justement la question de comment on va pouvoir faire fonctionner cette économie avec des problèmes d'eau. On a aussi besoin d'eau, ne serait-ce que pour refroidir les centrales nucléaires, ce genre de choses, par exemple, évidemment. On apprend aussi dans votre documentaire qu'il y a encore des Français qui ont des problèmes d'accès à l'eau. Il y en a 300 000 en France qui n'ont pas accès à l'eau, et 2 millions qui ont du mal à payer leurs factures. En tout cas, si vous êtes intéressés par ces questions, n'hésitez pas à aller ce soir. C'est à 20h45. La projection débat de ce film Vague citoyenne en présence du réalisateur, évidemment. Vous pourrez lui poser toutes ces questions. Le cinéma Le Concorde, on le rappelle, c'est dans le quartier Chantenay à Nantes. Merci beaucoup, Ronan Dantec. Vous allez pouvoir vous reposer maintenant.
Après cette difficile COP21. On a encore un conseil municipal, puisque en fait, je suis resté élu municipal justement pour Aussi pouvoir porter pour ça. la voix des villes au niveau mondial. Donc c'est vendredi. Après, oui, c'est repos. Après, c'est repos pendant les fêtes. Merci d'avoir été avec nous et merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver aussi l'actualité locale sur telenantes.com. Bonne soirée, à demain.